Le sang de mon frère tachait encore le plancher en bois, quand mon père tourna ses yeux vides vers moi, disant que j'étais la seule chose qui restait de sa famille. C'est alors que je compris que mon véritable cauchemar ne faisait que commencer. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous regardez l'histoire de ma vie. Allez-y, abonnez-vous à la chaîne. Mettez un petit cœur sur cette vidéo. Je m'appelle Dorothée Bisset, mais tout le monde ici à Roche-Grise, ce petit coin perdu au milieu de nulle part dans l'Aveyron, en Occitanie, me connaît comme grand-mère de Ti, la vieille dame qui vend des tartes faites maison au marché local du dimanche. J'ai 83 ans, avec des cheveux blancs comme du coton, des mains cailleuses de décennies de travail dur. Ceux qui me voient aujourd'hui toujours souriante, donnant des friandises aux enfants, ne peuvent imaginer l'histoire de douleur, de résilience que je porte dans mon cœur. Je suis née en 1940 dans une maison en bois simple, sur une petite ferme environ 5 km de la ville. Notre propriété n'était pas grand-chose, environ 2 hectares, principalement des terres broussailleuses difficiles, mais avec un peu de bon sol pour planter du maïs, des haricots, des pommes de terre quand les pluies venaient au bon moment. Nous avions aussi quelques vaches, des poules qui picoraient dans la cour, une vieille mule nommée Dosti qui tirait notre chariot quand nous allions en ville. Mon père, Georges Bisset, était un homme dur, de peu de mots, de nombreuses exigences. Dès mon plus jeune âge, il apprit à mon frère Jérémie à travailler la terre, gérer les petites affaires qu'il dirigeait. Ils commencèrent avec un étal au bord de la route, à l'entrée de notre propriété, puis un petit magasin d'aliments pour bétail qui servait les voisins, une quincaillerie en ville. Jérémie était sa fierté, son, reflète, sa continuation dans ce monde. Un homme qui ne laisse pas un fils pour suivre ses traces et, comme un arbre sans racines, ne laisse aucune marque dans ce monde, disait toujours papa quand il avait bu quelques whiskies après le dîner, commençait à philosopher sur la vie. Mon rôle était d'aider maman avec les tâches ménagères, apprendre à cuisiner, coudre, faire du savon, des confitures. Pour qu'une femme ait de la valeur, elle doit savoir tenir une maison correctement, plaire à son mari. M'enseignait ma mère, Sarah, toujours la tête baissée, acquiesçant à tout ce qui venait de mon père. Jérémie avait 11 ans de plus que moi, un jeune homme beau avec un sourire facile, des yeux en amant d'hériter de notre grand-mère, dont on disait qu'elle avait du sang cherokee, contrairement à père. Il était gentil avec moi, apportait des bonbons de la ville, m'apprit à siffler, racontait des histoires de fantômes qui me faisaient dormir avec la couverture tirée jusqu'au cou les nuits d'hiver. Quand j'hériterai de tout ça, je prendrai soin de toi, Dottie. Je te construirai une jolie maison avec un grand porche, une cuisine pleine d'ustensiles, promettait-il. Mais le destin est une bête traîtresse qui ne respecte ni les plans, ni les promesses. En 1958, quand j'avais 17 ans, Jérémie 28, la rougeole balaya notre région comme une tempête, abattant les gens partout. D'abord les enfants d'école, puis les adultes qui n'avaient jamais eu la maladie jeune. Jérémie fut l'un d'eux. Au début, ce n'était qu'une fièvre
quelques taches rouges sur le visage. Tsenestrian, disait-il, têtu comme père, refusant de rester au lit. Il continua à travailler à la quincaillerie, se faisant tremper par la pluie, dormant mal en 3 jours. La fièvre monta si haut qu'il commença à délirer, appelant des gens qui n'étaient pas là, criant que son dos était en feu. Père accepta enfin de l'emmener en ville, mais la route était un bourbier à cause des pluies. La Jeep s'enlisa 2 fois. Quand nous atteignîmes la clinique, le médecin secoua juste la tête. Celui-ci a une pneumonie en plus de la rougeole. Je ferai ce que je peux, mais c'est grave. 3 jours plus tard, Jérémie quitta ce monde dans une pièce étouffante qui sentait les médicaments, la souffrance. Il n'eut même pas la force de dire au revoir correctement. Il serra justement main, me regarda dans les yeux, murmura « Prends soin de maman, papa ». Et il était parti, emportant tous les rêves de mon père avec lui, l'enterrement foot rapide, comme tous les dans les petites villes. Le simple cercueil en pin fut descendu dans l'argile rouge du cimetière communal pendant que le curé marmonnait quelques prières hâtives. Père ne versa pas une seule larme. Il resta là, comme une statue de ciment, chapeau à la main, les yeux fixés sur le trou qui engloutissait son fils unique. Maman sanglotait doucement, s'appuyant sur moi, ses jambes faiblissant à chaque pelletée de terre qui tombait. Nous rentrâmes à la maison dans un silence lourd qui semblait étouffer même nos pensées. Je ne savais pas encore, mais ce silence n'était que le calme avant la tempête. Pendant 1 semaine, Père sortit à peine de sa chambre. Il mangeait à peine, ne parlait à personne. Je l'entendais faire les 100 pas la nuit. Les planches grinçant sous ses pas lourds, parfois le bruit du verre tintant indiquait qu'il buvait à la bouteille qu'il gardait cachée dans l'armoire. La 7e nuit après l'enterrement, je me réveillai à cause d'un fracas. Je courus au salon en chemise de nuit, trouver Père debout au milieu de la maison, la table à manger renversée, les assiettes brisées au sol, du sang, ce sang que je n'oublierai jamais, coulant d'une coupure sur sa main, où un morceau de verre s'était profondément enfoncé. Ça n'a plus de sens, cria-t-il, ses yeux vitreux comme ceux d'un animal blessé. Pourquoi construire? Pourquoi travailler? Pourquoi économiser si je n'ai personne à qui le laisser? Maman essaya de les calmer, parlant doucement, s'approchant lentement, comme on approche un chien en colère. Nous avons la fille Georges, nous avons Dottie. C'est alors qu'il tourna ses yeux vides vers moi, prononça la phrase qui changerait ma vie à jamais, celle-là. Qu'est-ce qu'une femme va faire de tout ce que j'ai construit? Elle le donnera au premier homme qui passera. Non, Sarah, je n'ai plus qu'elle maintenant. Elle devra servir à quelque chose. Un frisson me parcourut l'échine. Je ne comprenais pas pleinement ce qu'il voulait dire par là. Mais quelque chose en moi, peut être le même instinct qui fait s'envoler un oiseau avant que le serpent ne frappe, m'avertit que j'étais en danger. Cette même nuit, en nettoyant le désordre que Père avait fait, je murmurais doucement à ceux d'entre vous qui suivent, si vous pouvez laisser
un commentaire disant d'où vous regardez cette vidéo, ça me donne de la force de savoir que il y a des gens qui écoutent après tant d'années à garder cette histoire en moi. Mettez un petit cœur aussi pour que ce récit atteigne plus de gens qui pourraient avoir besoin d'entendre qu'il est possible de survivre, même au pire cauchemar. Dans les jours qui suivirent, Père commença à changer. Il me regardait étrangement pendant les repas. Il commença à exiger que j'apprenne les affaires, que je l'accompagne à la quincaillerie en ville, que je comprenne les comptes, les achats, les ventes, l'inventaire. Si tu dois hériter de tout ça, tu dois savoir t'en occuper, disait-il. Mais il n'y avait pas d'inquiétude dans ces mots, seulement une rage contenue, comme si chaque explication était une accusation. Tu n'es pas Jérémie, tu ne le seras jamais. La nuit, après le dîner, il commença à boire plus que d'habitude. Le whisky qui n'était autrefois qu'une gorgée ou deux devint une ou deux bouteilles entières. Avec la boisson venait la violence. D'abord contre les objets, cassant des choses, frappant les murs, donnant des coups de pied aux portes, puis contre ma mère. Une poussée ici, une gifle là, toujours suivie d'accusations insensées. C'était ta faute. Tu t'es pas bien occupé de lui quand il était petit. Tu l'as rendu faible. Maman baissait juste la tête, acceptait tout, comme si elle le méritait. J'essayais d'interférer, me mettre entre eux, recevais aussi quelques poussées, mais rien comparé à ce qui allait venir. 3 semaines après l'enterrement de Jérémie, je me réveillais en pleine nuit au son de ma porte qui grinçait. Au début, je pensais que c'était maman qui venait parfois me couvrir quand les nuits devenaient froides, mais l'odeur forte de whisky, de sueur, m'alerta immédiatement. C'était mon père, trébuchant dans l'obscurité, s'approchant de mon lit. Jérémie, appela-t-il doucement, sa voix pâteuse de l'alcool. Mon fils, je me figeais de peur, faisant semblant de dormir, priant qu'il réalise son erreur. Pater, mais il s'assit au bord du lit, le matelas de paille s'enfonçant sous son poids, passa sa main dans mes cheveux. Tu es revenu, murmura-t-il. Je savais que tu reviendrais quand j'essayais de bouger, de dire que j'étais Dorothée, pas Jérémie. Il saisit mon bras fort. Non, ne pars pas encore, tu es tout ce que j'ai. Ce qui se passa cette nuit sombre, avec le vent hurlant à travers les fissures de la fenêtre, les grillons chantant dehors, fut le début d'un tourment qui dura presque 2 ans, un tourment qu'aucune fille de 17 ans ne devrait vivre, surtout de la part de quelqu'un qui devrait la protéger quand le soleil se leva, apportant la clarté qui chasse les monstres de la nuit. Mon père était déjà retourné dans sa chambre, laissant derrière lui une fille brisée à l'intérieur, pleurant silencieusement pour ne pas réveiller la maison. Je ne pouvais pas me lever pour faire le café comme d'habitude. Je restais là, enveloppée dans le drap taché de sang, honteuse, souhaitant que la terre m'engloutisse comme elle avait englouti mon frère. Ce fut maman qui entra dans la chambre des heures plus tard. Inquiète de mon absence, un seul regard suffit pour qu'elle comprenne. Ses yeux se remplirent de larmes
Elle porta la main à sa bouche pour étouffer un sanglot, mais ne dit rien. Elle s'assit juste au bord du lit. Tint m'amène long temps. Il est malade de chagrin, petite, murmura-t-elle, enfin, comme si cela expliquait, justifiait ce qui s'était passé. Il a perdu la tête avec la mort de Jérémie. Ça passait. Mais ça n'est pas ça passe. Ce fut juste la première de nombreuses nuits où le monstre que j'appelais autrefois père entrait dans ma chambre, parfois m'appelant Jérémie, d'autres fois sachant très bien qui j'étais, disant des choses terribles, que je devais être bonne à quelque chose, que c'était mon obligation de remplacer le fils qu'il avait perdu, que je lui devais ça pour m'avoir élevée. Ainsi commença mon tourment dans une maison qui était autrefois un foyer, devenu maintenant une prison, avec un homme que le chagrin, le whisky avait transformé en monstre, une mère qui, par peur, impuissance, faisait semblant de ne pas voir ce qui se passait sous son propre toit. La douleur de ces jours serre encore ma poitrine quand j'y repense. Même après tant d'années, on dirait hier, pas 1958, que ma vie a basculé avec la mort de Jérémie. Les jours passaient, Père empirait de plus en plus, comme un fruit pourrissant de l'intérieur. Les premières semaines, il faisait encore semblant quand des étrangers étaient là, mettant ce masque d'homme de famille respectable dévasté par la perte de son fils. Les voisins apportaient de la nourriture, du café, un mot de réconfort. Le curé apparaissait de temps en temps pour dire un chapelet, dire que Dieu sait ce qu'il fait. Ces choses que disent les curés quand ils ne savent pas quoi dire, personne ne soupçonnait ce qui se passait quand la porte se fermait. Qu'il n'y avait plus que nous, trois dans cette maison isolée. Je me souviens d'un dimanche où Monsieur André, le propriétaire du magasin général en ville, vint avec toute sa famille pour une visite. Ils apportèrent même un pain de maïs que sa femme avait fait. Père les reçut, tous poliment, offrit du café par là du temps, des récoltes, de la difficulté de gérer la quincaillerie. Sans Jérémie, je restais silencieuse dans un coin, servant les visiteurs, évitant de regarder qui que ce soit quand Monsieur André demanda si j'allais reprendre l'affaire familiale. Père donna un sourire jaune. Que c'est une femme des affaires. Monsieur André, elle m'aidera jusqu'à ce que je trouve un gendre digne. Ensuite, je lui passerai tout pour qu'il s'en occupe. À cette époque, les gens pensaient que ce genre de choses était normal. Personne ne le questionnait. La fille aînée de Monsieur André commenta même que j'avais l'air épuisée. Mais sa mère la coupa rapidement. C'est le chagrin pour son frère. Petite, laisse-la tranquille. S'il savait la vraie raison des cernes profonds sous mes yeux, de ma manière effrayée de me recroqueviller quand quelqu'un s'approchait trop près. C'est en juillet 1958 que Père eut sa première véritable crise, celle dont même les voisins les plus éloignés apprirent. C'était le temps de la récolte du maïs. Il avait engagé des journaliers pour aider dans le champ. Un matin, tot, l'un des hommes, je le boiteux, vint à la maison signaler qu'il avait trouvé une partie de la récolte détruite, tous les épis par terre, comme si quelqu'un les avait arrachés délibérément. Père devint blanc comme du papier, comincia a trembler. Ses yeux exorbités
soudain laissa échapper un cri qui dut effrayer même les âmes du purgatoire. C'était lui, c'était Jérémie. Il est en colère contre moi. Il courut au milieu de la plantation, renversant plus de maïs en chemin, criant le nom de mon frère, demandant pardon, disant des choses sans sens. Les hommes durent le retenir de force, le ramener à la maison. Il s'avéra que c'était juste un troupeau de sangliers qui avait envahi le champ pendant la nuit. Mais dans l'esprit perturbé de Père, c'était un signe de l'au-delà. Après cet épisode, sa folie devint de plus en plus difficile à cacher à la quincaillerie en ville. Il criait sur les clients, pensant qu'ils essayaient de le tromper, accuser les employés de vol sans aucune preuve. Commença à voir l'ombre de Jérémie partout, derrière les piles de briques, dans les coins sombres de l'entrepôt, cachés parmi les sacs de ciment. Il ne fallut pas longtemps pour que les clients commencent à diminuer. Personne ne voulait faire affaire avec un homme qui se mettait soudain à parler dans le vide, qui laissait tomber la marchandise par terre dans des accès de rage, qui un jour vendait à crédit avec des sourires, le lendemain menaçait le même client avec un couteau s'il venait chercher la monnaie. C'est à peu près à cette époque que le pharmacien de la ville, Monsieur Évrard, prescrivit un médicament pour Père, des pilules blanches dans un flacon sombre avec une étiquette en latin. C'était pour calmer les nerfs, disait-il. Maman essayait de faire prendre à Père en cachette dans son café, mais il soupçonnait toujours « Tu essaies de m'empoisonner, femme, tu penses que je ne sais pas ce que toi, ta fille les complotesse ». Lors d'une de ces occasions, il jeta le café chaud au visage de maman. La brûlure laissa une marque rouge sur sa joue qui ne guérit jamais correctement. Même ainsi, elle continuait à le protéger, disant aux autres que c'était pas sa faute, que c'était la douleur de la perte qui lui avait pris l'esprit. Sarah, pourquoi ne partons-nous pas d'ici? Demandai-je doucement une nuit, pendant que nous mettions du saindoux sur son dos, où une ceinture avait laissé des marques violettes. Nous pourrions aller chez tante Virginie à Rodez. Tu dis toi-même qu'elle nous invite toujours. Maman secoua juste la tête, les yeux baissés, sa voix presque éteinte, et laissait ton père comme ça. Malade, que penseraient les autres? Non, petite, un homme est un homme, nous devons endurer, Dieu l'a voulu ainsi. Elle s'arrêta et passa la main sur son visage fatigué. D'ailleurs, où irais-je avec une fille qui n'est plus apte à se marier? Ces mots coupèrent plus profondément que n'importe quelle ceinture. Maman savait ce qui se passait les nuits où Père entrait dans ma chambre. Elle savait, ne faisait rien. Par ailleurs, elle pensait que la honte était la mienne, pas la sienne. À cette époque, une fille qui était plus vierge, quelle qu'en soit la raison, était considérée comme abîmée, usée, qui voudrait l'épouser. Et sans mariage, quel avenir avait-elle? Je ravalais les larmes, la haine qui commençait à grandir en moi, haine non seulement de père, mais aussi de maman, de la vie, de Dieu, de tout, de tous ceux qui permettaient que cela arrive, avec les affaires en ville déclinant lentement. Père commença à passer plus de temps à la maison, ce qui ne fit qu'empirer les choses. Maintenant, je craignais non seulement les nuits,
mais aussi les jours, n'importe quel moment où maman sortait chercher de l'eau, puis cueillir un légume au jardin, étendre le linge sur la corde, il pouvait apparaître cette odeur de whisky, bon marché, annonçant son arrivée avant même les palourdes. Tu ressembles tellement à ta mère quand elle était jeune, disait-il parfois avec un regard qui glaçait mon âme, mais tu as la manière déterminée de Jérémie. Oh oui, il y a un petit morceau de lui en toi. Je l'ai toujours su à la fin de 1958 et je découvris qu'un bébé grandissait en moi. Pendant presque 2 mois, je le cachais du mieux que je pus. Je portais des vêtements amples, attachais des bandes serrées autour de mon ventre. Éviter de trop manger devant les autres pour pas vomir après. Mais le corps d'une femme ne garde pas ce genre de secret longtemps. Ce fut maman qui le remarqua en premier. Bien sûr, elle me regardait, me lavait dans la pièce du fond où nous avions une douche en tôle improvisée. Elle entra sans frapper, comme toujours, resta regarder mon ventre, qui commençait déjà à montrer une petite bosse. Depuis combien de temps? Demanda-t-elle, sa voix sèche. Environ 2 mois. Je pense. Elle resta silencieuse si longtemps. Je pensais qu'elle s'était transformée en pierre là. La vieille serviette à la main, les yeux fixés sur mon ventre. Ton père ne doit pas savoir, dit-elle. Enfin, plus pour elle-même que pour moi, il nous tuerait tous les trois. C'était la première fois que je voyais maman admettre ouvertement que père était dangereux, qu'il pouvait faire quelque chose de pire que ce qu'il avait déjà fait. Et que ferons-nous? Demandai-je, ma voix tremblante, mes mains couvrant instinctivement mon ventre. Il y a une femme à Vallon-Creux, la vieille Madame Jeanne. Elle s'occupe de ce genre de problème. Mon sang se glaça dans mes veines. J'avais entendu des histoires sur Madame Jeanne, des femmes qui allaient chez elle, revenaient porter saignantes, certaines incapables d'avoir des enfants à nouveau, d'autres ne revenaient pas du tout. Non, maman, je ne ferai pas ça. C'est mon enfant, ton enfant, petite, enfant du péché. Voilà ce que c'est, fruit d'une abomination, cria-t-il, perdant le contrôle. Pour la première fois, veux-tu élever un monstre né de ça, de cette chose qui se passe entre toi, ton père? Veux-tu que l'enfant naisse tordu, avec une queue, tes cornes? Les superstitions de l'époque étaient si fortes. On croyait que les enfants nés de relations entre proches parents étaient maudits, marqués par le péché. Je ne sais pas, maman, je sais juste que je ne tuerai pas mon enfant avant qu'il ait une chance de naître. La conversation s'arrêta là, avec maman partant, claquant la porte, moi pleurant seule. L'eau froide de la douche se mélangeant à mes larmes chaudes. Dans les semaines qui suivirent, maman essaya tout, tisane de menthe pouliot, tisane de cannelle, bain chaud. Elle me faisait sauter de tabouret, porter des seaux d'eau lourds, tout dans l'espoir de mettre fin à cette grossesse. Rien ne fonctionna. Étonnamment, père ne remarqua rien. Il était de plus en plus perdu dans sa propre folie, parlant à Jérémie comme s'il était assis à la table, se battant avec des ennemis invisibles, passant des jours entiers enfermé dans sa chambre avec ses bouteilles,
ses démons personnels. C'était la veille de Noël 1958 que tout explosa. Père était allé en ville, revenu plus ivre que d'habitude, portant un paquet sous le bras. Il appela tout le monde dans le salon, y compris les 2 employés qui restaient encore à la ferme, Jo le boiteux, qui s'occupait du bétail, Nelly, qui aidait maman à la maison aujourd'hui est un jour spécial, annonce à Thieu, titubante, sa voix pâteuse de l'alcool. Aujourd'hui, mon fils Jérémie va recevoir un cadeau. Il ouvrit le paquet, sortit une paire de bottes en cuir neuve, le genre coûteux que seuls les propriétaires terriens portaient, des bottes qui n'iraient jamais au pied d'un mort enterré depuis des mois. Où est-il? Où est mon fils? Commença-t-il à crier, regardant autour de lui, comme s'il s'attendait à ce que Jérémie apparaisse soudain. Je sais qu'il est ici. Je peux le sentir. Jo le boiteux essaya de le calmer, de dire que Jérémie était mort, qu'il devrait se reposer un peu. Père saisit la lampe à pétrole qui éclairait la pièce, la lança dans la direction du vieil homme. Heureusement, il se baissa à temps. La lampe explosa contre les murs, le feu se propageant rapidement sur le vieux papier peint sec. En quelques minutes, la pièce était en flammes. Nous courûmes tous dehors, sauf Père, qui continuait à crier le nom de Jérémie, disant qu'il allait sauver son fils des flammes. Ce fut Nelly qui courut à l'intérieur, tira Père dehors avant que le toit ne s'effondre. Il sortit, se tordant, ses vêtements roussis, ses cheveux brûlés, mais vivant. Nous ne pouvions rien faire d'autre que regarder notre maison se transformer en cendres. Le puits était trop loin. Même si nous avions eu assez d'eau, le feu avait déjà tout pris. Nous perdîmes presque toute cette nuit-là. Meubles, vêtements, souvenirs, le peu d'argent en euros que nous avions encore économisé dans une boîte en fer enfoui sous le lit de mes parents, nous passâmes le reste de la nuit dans la grange, blottis sur la paille, couverts des quelques chiffons que Jo le boiteux réussit à rassembler. Le Noël le plus triste que j'ai jamais vécu, le lendemain matin, encore sous le choc, regardant les ruines fumantes de ce qui avait été notre maison, maman prit enfin une décision qu'elle aurait dû prendre. Il y a longtemps. C'est fini, Georges, dit-elle, sa voix ferme, comme je ne l'avais jamais entendue. Tu as besoin d'aide. Nous avons tous besoin d'aide. Père était assis sur une souche en bois, ses yeux vides, fixant le vide. Toute la rage de la nuit précédente, remplacée par une apathie effrayante, il ne répondit même pas. Nous allons chez ma sœur à Rodez. Continuum, man. Il y a un vrai médecin là-bas. Un hôpital. Tu iras mieux. Nous recommencerons. Que ce soit la vue de la maison détruite, le choc d'avoir presque péri dans l'incendie, ou simplement l'épuisement de combattre ses propres démons, je ne sais pas. Mais Père hocha faiblement la tête, comme un enfant. 2 jours plus tard, nous étions dans un bus brinque-ballant en direction de Rodez, laissant derrière nous les ruines de notre vie précédente. La tombe de Jérémie, la seule chose que Père insista pour visiter avant de partir, ce que nous ne savions pas, c'est que nous échangions simplement un enfer contre un autre à Rodez, loin de la terre où il avait grandi,
loin de la tombe du fils qu'il aimait tant. Père empiré encore, et moi, avec un ventre qui grandissait chaque jour, j'étais plus vulnérable que jamais. C'est là, dans cette ville étrange, dans la maison exiguë de tante Virginie, que j'appris que parfois il faut tuer une partie de soi pour survivre. C'est là que je commençais à planifier ma vengeance, pas une vengeance de sang, de feu, mais quelque chose de bien plus dévastateur. Rodez n'était pas le paradis que maman avait promis. La maison de tante Virginie était exiguë, une petite maison à 2 étages dans une rue derrière le marché, où l'odeur de viande séchée, de cuir tanné entrait par les fenêtres. Avec la poussière, le bruit des vendeurs de rue, nous étions 4 personnes serrées dans 2 petites pièces. Tante Virginie dans la sienne, nous 3 dans l'autre. Je n'avais même pas d'intimité pour pleurer seule. Tante Virginie était l'opposé de maman, veuve depuis des années. Elle gérait seule une petite boutique de mercerie, avait un avis sur tout. Ce fut elle qui remarqua mon ventre, qui devenait déjà difficile à cacher. Sarah, cette fille attend-elle un enfant ou suis-je en train de devenir aveugle? Demanda-t-elle un après-midi pendant que je lavais la vaisselle à l'évier de la cuisine. Le silence qui suivit pesait plus que du plomb. Maman regarda le sol, ses mains tremblantes, froissant son tablier. Eh bien, oui, ma sœur, la disgrâce est complète. Et qui est le père? Demanda tante Virginie. Ses yeux plissaient de suspicion. Un autre silence, encore plus lourd. Elle ne le dira pas. Mentit maman. Sa voix presque éteinte. Un des ouvriers de la ferme. J'ai pensé. Tante Virginie me regarda avec ses yeux qui semblaient voir à travers les gens. Elle ne dit rien. Mais je pouvais voir qu'elle ne croyait pas maman la semaine suivante. Sans rien dire à personne, elle rentra avec un homme en costume noir, une sacoche en cuir sous le bras, un vrai médecin, pas ces guérisseurs que nous consultions à la campagne. Le docteur Villiers va examiner Georges. Ah non, c'était elle. Et ensuite Dorothée, je veux personne de malade dans ma maison. Père, qui passait ses journées assis sur un banc dans la cour, regardant le vide, parlant tout seul, réagit à peine quand le médecin l'examina. Il répondit à quelques questions d'une voix faible, les laissa mesurer sa tension, regarder sa langue, taper sur ses genoux avec ce marteau en caoutchouc, puis ce fut mon tour. Maman essaya de rester dans la pièce, mais tante Virginie fut ferme. Laisse le médecin travailler. Sarah va nous faire du café. Seule avec le médecin, je tremblais de peur. Je n'avais jamais été examinée, ainsi par un homme étrange, surtout dans l'état où j'étais. Mais le docteur Villiers était doux, respectueux, expliquant tout ce qu'il allait faire avant de le faire. Quand il finit l'examen, ses yeux avaient une tristesse qui me fit baisser les miens. « Savez-vous qui est le père ?» demanda-t-il doucement. Je secouai la tête. « Niente. » J'avais trop honte pour dire la vérité. À combien de mois en êtes-vous? Environ 4 mois. Je pense. Et voulez-vous garder la grossesse? La question me prit par surprise. Personne ne me l'avait posée avant. Maman supposait simplement que je devais me débarrasser de l'enfant. Père ne savait pas,
ou faisait semblant de ne pas savoir. Et voilà cet homme, traitant la décision comme si elle n'appartenait qu'à moi. « Je veux », répondis-je doucement, mais fermement. Il hocha la tête, écrivit quelque chose sur un papier, me le donna. « Ce sont des vitamines. Vous êtes faible, anémique. Vous devez mieux manger pour le bébé. » Quand nous sortîmes de la pièce, maman, tante Virginie attendait dans le salon, tendue comme deux cordes de violon trop serrées. Le docteur Villiers à la droite, au but. Votre mari, Madame Bisset, un trouble nerveux grave. Il doit être interné dans un sanatorium pour un traitement approprié. Sanatorium, répéta maman, horrifiée. L'asile de fous voulait dire hôpital psychiatrique est le terme correct, corrigea patiemment le médecin. Il a des délires, des hallucinations, probablement déclenchées par le chagrin, mais qui peuvent empirer s'ils ne sont pas traités. Quant à votre fille, continua-t-il, me jetant un regard. Elle a besoin de soins prénataux, elle est anémique, mal nourrie. C'était comme si une bombe avait explosé dans cette petite pièce. Tante Virginie mit les mains sur les hanches, fixant sa sœur. « Ça va ? Dis-moi que c'est pas ce que je pense. » Maman s'effondra dans un fauteuil Baingue. Que voulais-tu que je fasse? Virginie, c'est mon mari, son père, et ça lui donne le droit de... Tante Virginie ne termina pas la phrase, trop horrifiée. Elle se tourna vers le médecin. « Docteur, ce qui est arrivé à ma nièce, c'est un crime, n'est-ce pas ?» Le médecin regarda de l'une à l'autre, comprenant enfin ce que personne ne disait ouvertement. « Si c'est ce que je pense, oui, c'est l'un des crimes les plus graves. Je dois le signaler, appeler la police. » Tante Virginie continua, les larmes de colère dans les yeux. « Vous pouvez, répondit le médecin avec hésitation, mais pensez à ce que cela signifiera pour la jeune fille, pour le bébé qui naîtra. Ce genre de situation devient généralement sujet de commentaires de ragots. Et que suggérez-vous? Demandez au tante. » Sa voix tremblante. « L'homme doit être interné, c'est certain. Nous pouvons faire les papiers d'hospitalisation sans mentionner l'autre affaire, juste dire qu'il a des délires, qu'il a essayé de brûler la maison, qu'il représente un danger pour lui-même, pour les autres. Et ainsi, par un matin pluvieux de février 1959, 2 hommes vinrent chercher mon père. Il ne résista même pas. Il était si plongé dans sa propre folie qu'il remarqua à peine ce qui se passait. Il monta dans l'ambulance, regardant le ciel, cherchant quelque chose dans les nuages gris, murmurant le nom de Jérémie. Quand l'ambulance tourna au coin, je sentis un poids se soulever de mes épaules, comme si je pouvais enfin respirer après des mois d'étouffement. Je regardais maman, m'attendant à voir le même soulagement, mais ce que je vis était autre chose. Un mélange de culpabilité, de honte, et ce qui me fit le plus mal, de la colère, une colère dirigée contre moi, satisfaite, murmura-t-elle quand tante Virginie rentra dans la maison. « Maintenant, tout le monde saura. Comment as-tu pu faire ça à ton propre père ?» J'étais sans voix,
Comment pouvait-elle me blâmer comment pouvait-elle défendre cet homme après tout ce qu'il avait fait? Mais je compris bientôt, maman était le produit d'une époque où les femmes étaient formées dès le plus jeune âge à accepter, à se taire, à endurer. Les hommes sont comme ça. Les femmes doivent endurer. Tu as fait quelque chose pour le provoquer. C'était des phrases que j'avais entendues toute ma vie. Il a violé sa propre fille, maman, dis-je doucement, utilisant le mot, juste pour la première fois pour ce qui s'était passé. Et tu le savais, tu l'as laissé faire. Elle me gifla au visage, la seule qu'elle m'ait jamais donnée de toute ma vie. Ne répète jamais ça. Ton père est malade, il ne sait pas ce qu'il fait. Tante Virginie apparut à la porte de la cuisine, attirée par les cris. Si tu la frappes encore une fois, Sarah, c'est toi qui quitteras cette maison. Passe. Elié, ce fut le début d'une guerre froide qui dura des mois. Maman me parlait à peine, comme si j'avais trahi la famille en permettant l'internement de père. Elle passait la journée à pleurer dans les coins, visiter le sanatorium dès qu'elle le pouvait, revenait en disant qu'il s'améliorait, qu'il rentrerait bientôt à la maison dans notre famille. Pendant ce temps, mon ventre grandissait. Tante Virginie m'emmenait au rendez-vous avec le docteur Villiers, m'acheter du tissu pour faire des vêtements de maternité, commença même à préparer un berceau pour le bébé, pour expliquer ma situation aux voisins, aux connaissances. Elle inventa une histoire selon laquelle j'étais veuve, que mon mari était mort dans un accident à la ferme peu après le mariage. À cette époque, être veuve était plus acceptable qu'être mère célibataire. C'est lors d'un de ces rendez-vous, déjà au 6e mois de grossesse, que le docteur Villiers me donna une nouvelle qui changea tout. Mademoiselle Dorothée, vous attendez des jumeaux. Je faillis tomber de la chaise. Des jumeaux, 2 enfants à élever seuls. À une époque où je pouvais à peine imaginer comment j'élèverais un... Êtes-vous sûr, docteur? Absolument. On peut entendre 2 battements de cœur distincts. Je sortis du cabinet étourdi, mes mains sur mon ventre, qui maintenant avait plus de sens. Trop gros pour le stade de la grossesse. Tante Virginie, qui m'attendait dans la salle d'attente. Vite mon visage, demanda immédiatement ce qui s'était passé. Ce sont ainsi 2 bébés. Elle écarquilla les yeux, fit le signe de la croix, puis, à ma surprise, ouvrit un sourire. Dieu sait ce qu'il fait. Petite, ce sera difficile, mais nous y arriverons. Cette nuit-là, allongée dans le lit étroit que je partageais avec maman, qui dormait tournée vers moi, comme toujours. Je sentis les bébés bouger pour la première fois. Ce n'était pas ce faible tremblement que j'avais déjà ressenti auparavant. C'était des coups, des poings, des sauts périlleux complets, comme s'il parlait. Jouer là-dedans, je pleurais silencieusement, mes mains sur mon ventre, sentant mes enfants, vivants, forts, malgré tout. À ce moment, je pris une décision. Ces enfants ne sauraient jamais la vérité sur la manière dont ils avaient été conçus. Ils ne porteraient jamais le poids de cette connaissance. J'inventerai un père pour eux, un homme bon, travailleur, mort avant de les rencontrer, un mensonge miséricordieux pour les protéger de la terrible vérité. Maman, que je pensais endormie, parla soudain, toujours tournée vers moi.
Que vas-tu faire quand ces enfants naîtront? Dorothée, comment vas-tu les élever? Avec quel argent? Je ne sais pas. Maman, je sais juste qu'ils sont mes enfants. Je les aimerai. Et quand ton père reviendra, que lui diras-tu? Je sentis un frisson dans l'échine. J'avais pas pensé. Ces derniers mois, j'avais presque réussi à oublier que père existait, qu'un jour il pourrait sortir du sanatorium, revenir dans nos vies. Il ne reviendra pas. Maman, pas dans ma vie, jamais. Et, et je se tourne. Enfin, ses yeux brillants dans l'obscurité, c'est ton père. Dorothée, son sang coule dans tes veines, dans les veines de ses enfants. On n'échappe pas à ça. Ces mots me hantèrent dans les jours qui suivirent. Et si elle avait raison, et s'il n'y avait pas d'échappatoire au sang, à l'héritage, à la malédiction. Et si mes enfants naissaient déjà marqués, condamnés à répéter les erreurs de leur père, grand-père, ce fut tante Virginie qui me sauva de ce puits de pensée sombre. Et Sottises, dit-elle quand j'eus le courage de partager mes peurs. La malédiction du sang, c'est une histoire de gens ignorants. Ce qui fait une personne, c'est le caractère, les choix, pas le sang. Regarde-moi, ta mère, même parents, même éducation. Nous sommes aussi différentes que l'eau, l'huile, mais s'ils naissent différents, avec un problème, s'ils le sont, nous les aimons tout de même, nous en prenons soin, nous leur apprenons le bien. Le mal, ce que tes parents n'ont pas su faire avec ton père, alors que Rhodes se préparait pour la fête de l'indépendance, je sentis les premières contractions. Il était 2 heures du matin. Je me réveillais avec une douleur qui semblait couper mon ventre en deux. Maman n'était pas à la maison. Elle était partie passer quelques jours au sanatorium avec père. Qui se l'on ayait traversé une crise pire que les précédentes. Tante Virginie, toujours pratique, avait déjà tout arrangé avec une sage-femme expérimentée qui vivait à 2 pâtés de maison. Un 20 minutes, Madame Ollier était à mes côtés, m'examinant avec des mains cailleuses, mais douces, me guidant à travers les douleurs qui augmentaient à chaque minute. Ce sera un accouchement difficile. Petite, avertie, elle, il en adeus. Ils viennent un peu de travers. Tu auras besoin de force. La force, c'était quelque chose que j'avais appris à avoir ces derniers mois. Les 6 heures de travail qui suivirent furent les plus dures de ma vie jusqu'à ce moment. Mais quand j'entendis enfin le cri du premier bébé, suivi quelques minutes plus tard par le second, tout en valait la peine. 2 garçons annoncent à Madame Ollier, plaçant les petits enveloppés dans des serviettes propres dans mes bras, forts comme des taureaux, malgré qu'ils soient nés tôt. Je regardais ces visages rouges, ridesh, parfaits, ne vis aucune ombre de mon père en eux, juste une vie nouvelle, pure, attendant d'être écrite. Je pleurais de soulagement, de peur, de tout ensemble. Comment vas-tu les appeler? Demanda tante Virginie, les larmes coulant aussi sur son visage ridé. J'avais pas pensé à des noms pour des garçons. J'étais certaine que ce seraient des filles pour une raison quelconque. Je regardais les deux, si semblables,
pourtant si différents à la fois. Emmanuel, Samuel, répondis-je sans trop réfléchir, des noms bibliques qui signifiaient Dieu avec nous, entendus par Dieu, car malgré tout, je voulais encore croire que Dieu ne m'avait pas complètement abandonné. Dans les jours suivant la naissance des jumeaux, une étrange paix s'installa en moi, comme si je comprenais enfin que la vie brutale que j'avais vécue jusqu'alors avait un but, amener ces deux êtres au monde, s'en occuper, les protéger, les aimer. C'est aussi quand l'idée de vengeance commença à grandir en moi, pas une vengeance violente, sanglante, mais quelque chose de plus subtil, plus définitif, quelque chose qui libérerait non seulement moi, mais aussi ma mère, mes enfants du joug de cet homme qui avait détruit tant de vies. L'opportunité viendrait plus tôt que je ne l'imaginais, d'une manière que je n'aurais jamais pu prédire, mais avant qu'elle n'arrive, je devrais affronter le dernier grand silence de ma mère, un silence qui, contrairement aux autres, serait éternel. Les premiers mois avec les jumeaux furent un défi plus grand que tout ce que j'avais jamais affronté. Newts, Blanches, pleurs qui ne s'arrêtaient pas, couches en tissu qu'il fallait laver, bouillir tous les jours, seins crevassés, d'allaiter deux bébés affamés, mais contrairement aux douleurs que je portais avant, c'était des douleurs qui donnaient un sens qui me rendait plus forte chaque jour. Tante Virginie fut un ange pendant cette période, même avec son âge avancé. Elle se réveillait au milieu de la nuit pour m'aider avec les garçons, enseigner de vieux trucs pour calmer les coliques, faire rôter les bébés, inventa même une écharpe double pour que je puisse porter les deux à la fois quand je devais aller au marché. À l'église, maman revint du sanatorium 3 semaines après la naissance des jumeaux. Elle entra dans la maison silencieusement, regarda les bébés dormant dans le berceau improvisé, ne dit pas un mot. Elle semblait plus vieille, plus voûtée, comme si le poids du monde avait doublé sur ses épaules. Comment va père? Demanda-je, plus par politesse que par intérêt. Prior, répondit-elle simplement. Les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il sera interné pour le reste de sa vie. Je ressentis un tel soulagement en entendant cela. J'en avais honte. Après tout, nous parlions de mon père, l'homme qui m'avait élevé, que j'avais autrefois aimé, respecté, mais la vérité est que la perspective qu'il ne sorte jamais de cet endroit, ne puisse plus jamais nous faire du mal, était comme enlever un énorme poids de mes épaules. Le médecin a-t-il dit autre chose? Demanda tante Virginie, apportant un café pour sa sœur. Maman hesita, me jeta un regard, puis baissa les yeux sur le café fumant dans la tasse en porcelaine. Ils ont dit qu'il a une maladie au cerveau qui s'aggrave progressivement, qu'un jour il ne reconnaîtra plus personne, ne pourra plus s'occuper de lui-même. Quelle maladie? Est-ce insista-je, curieuse? Je ne me souviens pas exactement du nom, commence par un P ou quelque chose des années plus tard, quand je travaillais à l'hôpital, je découvris que c'était probablement une parésie générale, une complication neurologique de la syphilis à un stade avancé, une maladie qu'il avait dû contracter dans ses errances dans les bordels de la région de Cuy, non traitée pendant des années, finit par affecter son cerveau, contribuant à la folie
qui fermentait en lui depuis la mort de Jérémie, dans ces premiers mois de 1960, avec mes enfants grandissant fort malgré leur naissance prématurée. Je commençais à penser à l'avenir. Je ne pouvais pas continuer à dépendre de la charité de tante Virginie pour toujours. J'avais besoin de travailler des Gagner, mon propre argent, de fournir un toit, de la nourriture pour mes garçons. C'est alors que une opportunité se présenta à l'hôpital de la ville. Ils avaient besoin de jeunes femmes pour travailler comme aides-soignantes, laver les patients, changer les draps, nourrir les plus affaiblis. Le travail était dur, payait peu, mais avait un avantage. Ils offraient une petite chambre à l'arrière de l'hôpital pour les employés qui vivaient loin. Tante Virginie m'encouragea à essayer. Ce sera bon pour toi. Petite, apprends un métier. Sois indépendante. Les garçons restent avec moi pendant que tu travailles. Ensuite, nous nous relayions. Maman, en revanche, était horrifiée par l'idée de travailler à l'hôpital avec des malades, des blessures, des gens qui meurent. Ce n'est pas un travail pour une fille de famille. Et que suggères-tu, maman, que je reste dépendante de tante Virginie pour le reste de ma vie, ou que je trouve à la hâte un mari pour subvenir non seulement à mes besoins, mais aussi à ceux de 2 enfants qui sont même pas les siens. Elle ne répondit pas, mais je réalisais que j'avais touché un point sensible dans son esprit. La seule solution digne à ma situation était de me marier. Mais quel homme à cette époque accepterait une femme avec 2 jeunes enfants sans père connu? Les chances étaient minimes, et même si un prétendant apparaissait, ce serait probablement par intérêt pour les terres que père possédait encore chez nous, des terres qui lui appartenaient encore légalement malgré l'internement. J'obtins le travail à l'hôpital. Commencé 2 semaines plus tard, c'était difficile au début. L'odeur du désinfectant, la douleur des patients, les gémissements pendant la nuit, mais je m'y habituais bientôt. Je découvris que j'avais un don pour ça, des mains douces pour nettoyer les blessures, une voix ferme mais gentille pour calmer les agités, le courage d'affronter des situations qui faisaient s'évanouir d'autres employés. In 6 mois, j'avais déjà été promue aide-soignante officielle. Une des infirmières en chef, Madame Olive, me prit sous son aile. C'était une dame dans la cinquantaine qui ne s'était jamais mariée, consacrant sa vie à la profession. Elle m'apprit tout ce qu'elle savait, comment faire des injections, mesurer la tension, reconnaître les symptômes de maladies courantes, calmer les patients difficiles. Tout à son don, petite, disait-elle, tu pourrais être une vraie infirmière avec un diplôme en tout. Il y a une école à Toulouse. L'idée fut plantée dans ma tête, mais elle semblait encore un rêve trop lointain. Comment étudierais-je à Toulouse avec 2 jeunes enfants à élever? Où trouverais-je l'argent pour l'école, pour le logement dans une grande ville? Les jumeaux eurent un an, bafouillaient déjà leurs premiers mots, faisaient des pas incertains, s'accrochant aux meubles, remplissant la maison de joie. Tante Virginie les adorait, les appelait mes petits-petits-fils, racontaient des histoires, faisaient des poupées en tissu pour qu'ils jouent. Même maman, qui au début regardait à peine les bébés, commençait à s'attacher. Je la vis une fois bercer Samuel.
chantant doucement une berceuse qu'elle me chantait quand j'étais petite, je sentis une oppression dans la poitrine. Malgré tout, elle restait ma mère. C'est à cette époque que je rencontrais Robert, un jeune pharmacien qui avait ouvert une petite pharmacie près de l'hôpital. Il venait toujours livrer des médicaments au service. Nous commençons à parler. C'était un homme instruit, doux, issu d'une bonne famille. Bientôt, nous eûmes des rendez-vous toujours accompagnés. Bien sûr, comme l'exigeait la coutume de l'époque, il connaissait ma situation, que j'étais veuve avec 2 jeunes enfants. Cela ne semblait pas le déranger. « J'admire ton courage », me dit-il une fois, alors que nous marchions dans le parc après la messe du dimanche. Élever 2 enfants seuls, travailler à l'hôpital, affronter les préjugés des gens. Toutes les femmes ne feraient pas ça. Pendant un moment, je me permis de rêver. Était-il le nouveau départ que j'attendais? Pourrions-nous former une famille, Louis, moi et Manuel, Samuel, une vraie famille basée sur le respect, l'affection, pas sur la peur, l'abus, mais le destin, une fois de plus, avait d'autres plans. Par un matin froid de mai 1960, je fus appelée d'urgence au service. Un nouveau patient était arrivé en état grave. Quand j'entrai dans la pièce, vis qui mon sang se glaça dans mes veines. C'était maman, pâle comme de la cire, lèvres bleuâtres, respirant avec difficulté. Que s'est-il passé? Demandai-je à l'infirmière qui s'occupait d'elle. Problème cardiaque, on dirait sa sœur l'a amenée. Elle a dit qu'elle s'est effondrée dans la cuisine soudainement. Je courus à son côté, pris sa main froide. Maman, c'est moi, Dorothée. Peux-tu m'entendre? Elle ouvrit les yeux lentement, me fixa avec difficulté. Dorothée, pardonne-moi. Pardonne quoi? Maman, ne parle pas maintenant. Repose-toi. J'ai besoin de te dire. Elle serra ma main avec une force surprenante pour quelqu'un si affaibli. Ton père, il n'est pas. Elle ne termina pas la phrase. Ses yeux se révulsèrent. Tout son corps trembla dans une convulsion violente. Puis elle resta immobile. Les médecins essayèrent de la réanimer, mais il était trop tard. Une crise cardiaque soudaine, massive, dirent-ils plus tard, rapide, sans chance de survie. Je restais là, tenant sa main encore chaude, essayant de comprendre ce qu'elle voulait me dire dans ces derniers instants. Ton père, il n'est pas quoi? La phrase incomplète me hantrait pendant des mois, des années, jusqu'à ce que je découvre enfin la vérité qu'elle avait presque emportée dans la tombe. L'enterrement fut simple, comme celui de Jérémie, sauf que, cette fois, il pleuvait, une fine bruine qui semblait des larmes du ciel. Tante Virginie pleura beaucoup, s'accrochant à mon bras, les jumeaux, trop jeunes pour comprendre ce qui se passait, restèrent à la maison avec une voisine. Après la mort de maman, quelque chose changeait en moi. C'était comme si un dernier lien qui me rattachait au passé s'était rompu. Maintenant, il n'y avait plus que moi, Miss Infant. L'avenir que nous pourrions construire est, bien sûr,
Une dernière affaire à régler, mon père, encore interné. Toujours une ombre planant sur nos vies. Tante Virginie m'appela pour une conversation sérieuse, une semaine après l'enterrement Dorothée. Il y a quelque chose que ta mère m'a demandé de te dire si quelque chose lui est arrivé. J'ai promis de ne pas parler tant qu'elle était en vie. Maïsma internant, je m'assis. Les cœurs battantes. Était-ce la suite de cette dernière phrase, interrompue par la mort? C'est à propos de ton père, continuate. Sa voix tremblante, à propos de ce qu'il t'a fait, tu sais déjà ça. Tarsi, ce n'est pas ça. C'est à propos de qui il est vraiment... elle s'arrêta, comme pour rassembler son courage. Georges n'est pas ton père biologique. Dorothée, c'était comme si le sol avait disparu sous mes pieds. Ce n'était pas possible. Il devait y avoir une erreur. Que veux-tu dire? Bien sûr qu'il l'est. Il a toujours été... Maman Nayamis, ta mère avait 6 ans quand elle a rencontré un jeune homme de la ville, un étudiant en droit en vacances dans la région. Ils sont tombés amoureux. Eh bien, tu sais comment ces choses arrivent. Quand ta mère a découvert qu'elle était enceinte, le jeune homme était déjà retourné à Toulouse, sa famille. Mes parents étaient furieux. Ils ont arrangé un mariage précipité avec Georges, qui était contremaître dans la ferme voisine, avait un intérêt pour les terres que mon père laisserait en héritage. J'écoutais tout cela comme dans un rêve, un cauchemar. Il accepta de l'épouser, sachant que maman était enceinte d'un autre homme. Il accepta, à condition que personne ne sache jamais la vérité, que l'enfant Toy de soit enregistré comme sa fille, et c'est ce qui fut fait. Aimant mon vrai père, Natliamis pour moi, tante Virginie secoua la tête tristement. Ta mère a essayé de le contacter quand elle a découvert qu'elle était enceinte. Elle a envoyé une lettre, n'a jamais eu de réponse. Des années plus tard, nous avons appris qu'il avait épousé une fille d'une bonne famille, était devenu juge, avait déménagé à Paris. 1000 questions explosèrent dans ma tête. Pourquoi maman ne m'avait-elle jamais dit? Pourquoi garder ce secret jusqu'à la mort? Et si mon père biologique était vivant quelque part, ne sachant pas qu'il avait une fille, 2 petits-fils, pourquoi maman ne m'avait-elle jamais dit, surtout après ce qui s'était passé? Tante Virginie prit mes mains dans les siennes, ses yeux pleins d'une tristesse ancienne. Je pense que c'était la honte, mon enfant, et la peur. Peur que tu lui reproches d'avoir caché ça. Peur que tu ailles chercher cet homme. Découvre qu'il n'a jamais voulu savoir de toi. Et puis, quand Georges a fait ce qu'il a fait, je pense qu'elle a eu encore plus peur que tu penses qu'elle l'avait laissé faire parce qu'il n'était pas ton vrai père. Soudain, tout prenait un sens nouveau. Terrible. Le regard haineux de père. Quand je suis née fille, quand il attendait un garçon, son obsession pour Jérémie, son seul vrai fils, la facilité avec laquelle il franchit cette ligne interdite, violant la fille qu'il ne considérait jamais vraiment comme la sienne. Et maman, son silence, sa culpabilité, son incapacité à me protéger, tout avait maintenant une nouvelle couche de sens. C'était pas seulement la peur d'un mari violent, c'était la peur qu'un secret gardé pendant des décennies ne soit révélé. Cette nuit-là,
seule, dans ma petite chambre, à l'arrière de l'hôpital. Je pleurais toutes les larmes qu'il me restait à pleurer pour la fille que j'étais, pour la mère que j'avais perdue, pour le père que je n'avais jamais connu, pour les enfants qui portaient maintenant le sang d'un homme qui n'était même pas mon vrai père. Quand le soleil se leva, une idée s'était formée dans ma tête, une idée si parfaite, c'est juste si délicieusement vindicative que je faillis sourire en y pensant. La vengeance que j'avais rêvée depuis si longtemps était maintenant à ma portée. Elle serait plus complète que je n'avais jamais imaginé pour l'exécuter. Cependant, j'aurais besoin d'aide. La bonne personne pour cela venait d'entrer dans ma vie. Robert, le jeune pharmacien qui semblait de plus en plus intéressé à construire un avenir avec moi, malgré mon passé compliqué. Ce que je ne savais pas, c'est que ma vengeance prendrait une tournure que je n'aurais jamais pu imaginer, même dans mes rêves les plus fous, que le prix à payer serait bien plus élevé, que je n'étais prête à accepter la révélation que Georges n'était pas mon père biologique changea tout. C'était comme si un puzzle confus montrait son image complète. Les pièces s'assemblaient. Pourquoi il favorisait toujours Jérémie pourquoi il me regardait avec cette colère déguisée, même quand j'étais petite? Pourquoi il franchit si facilement cette ligne impardonnable? Dans son esprit malade, j'étais pas vraiment sa fille. J'étais juste la preuve vivante de la trahison de ma mère, une intruse dans la famille qui fut forcée d'accepter. Mon plan de vengeance naquit de cette révélation. Ce serait pas une vengeance sanglante. Je ne tacherais pas mes mains comme il avait taché son âme. Ce serait quelque chose de plus sophistiqué, plus complet. Quelque chose qui lui enlèverait la seule chose qui comptait encore, son homme, son héritage, son legs. Robert et moi nous rapprochâmes pendant cette période. C'était un homme différent de tous ceux que j'avais connus, instruit, fait doux, patient avec mes enfants. Quand je trouvais enfin le courage lui raconter toute mon histoire, la vraie, pas la version de la veuve que tout le monde croyait. Je m'attendais à voir du dégoût, de l'aide. Mais ce que je vis fut de la compassion, une colère juste dirigée, non contre moi, mais contre Georges. Cet homme doit payer pour ce qu'il a fait. Dit Robert, tenant mes mains, pas seulement à toi, mais à ta mère, aux enfants, il paie déjà, répondis-je, enfermée dans ce sanatorium, perdant de plus en plus la tête, mais c'est pas assez. Je veux qu'il sache qu'il a complètement échoué, qu'il n'a rien laissé dans ce monde. Robert comprit immédiatement ce que je voulais dire en tant que pharmacien. Il connaissait des médecins, des avocats, des gens qui pourraient nous aider avec ce que nous planifions. Ainsi commença notre chemin pour détruire légalement l'homme qui avait détruit mon enfance. Le premier pas fut de trouver un avocat à Toulouse. Monsieur Janin, un ami d'enfance de Robert, j'expliquais ma situation, la vérité sur ma naissance, les abus que j'avais subis, les jumeaux nés de cette violence, mon désir de couper tout lien légal avec Georges. Que voulez-vous exactement? Mademoiselle demanda l'avocat après avoir tout écouté en silence. Et je veux changer mon nom, celui de Miss Infants. Je ne veux rien de cet homme, ni le nom de famille, ni les terres, ni un centime de l'argent.
Je veux que ce soit comme si nous n'avions jamais existé pour lui. Monsieur Janin expliqua que ce serait compliqué. Il faudrait prouver que Georges n'était pas mon père biologique, ce qui, sans test de paternité, chose rare à l'époque, serait presque impossible. Il faudrait prouver les abus, ce qui signifierait exposer toute l'histoire au tribunal, me soumettre au jugement, à l'examen public. Êtes-vous sûr de vouloir passer par là? Mademoiselle Dorothée, ce sera douloureux. Et les enfants, un jour, ils se grandiront, poseront des questions. Je suis sûre, répondis-je sans hésiter. Je préfère que mes enfants connaissent la vérité quand ils seront assez grands pour comprendre, plutôt que de grandir en portant le nom d'un monstre. Pendant que nous préparions le processus légal, je continuais à travailler à l'hôpital. C'est là que je rencontrais le docteur Thierry, un jeune médecin venu travailler dans le service psychiatrique. Nous devînes bientôt amis. J'aidais lors de ses consultations. Il m'enseignait sur les maladies mentales, les nouveaux traitements. Un après-midi, pendant que nous parlions d'un patient, je mentionnais que mon père était interné dans un sanatorium à Rodez. Quelle coïncidence, dit-il. Je visite ce sanatorium la semaine prochaine. Je fais des recherches sur les traitements pour les patients chroniques. Comment s'appelait-il? J'hésitais un moment, mais quelque chose me dit que je pouvais faire confiance à ce médecin, Georges Bisset. Mais ce n'est pas mon père. Pas vraiment. Je racontais toute l'histoire une fois de plus. Le docteur Thierry écouta attentivement, sans jugement, si je puis me permettre. Mademoiselle Dorothée, je pense pouvoir aider avec votre processus légal. Il serait utile d'avoir un rapport médical actualisé sur l'état mental de Monsieur Bisset. Je peux faire cette évaluation quand j'irai au sanatorium. Si vous l'autorisez, c'était comme si le destin conspirait en ma faveur. Une semaine plus tard, le docteur Thierry revint du sanatorium avec des nouvelles qui dépassaient toutes les attentes. Monsieur Bisset est dans un état avancé de démence paralytique, probablement causé par une syphilis non traitée. Il reconnaît à peine où il est confonte. Leschens a des délires constants. Selon les infirmières, il appelle Jérémie tout le temps, croyant que son fils est vivant, vient lui rendre visite. A-t-il demandé après moi, après ma mère? Le médecin hésita, comme s'il pesait combien il devait dire. En fait, il ne se souvient pas de vous. Quand j'ai mentionné votre nom, il a demandé qui c'était. Quand j'ai expliqué que vous étiez sa fille, il s'est agité, a dit qu'il n'avait jamais eu de fille, seulement un fils nommé Jérémie. Ça fit plus mal que je ne m'y attendais. Même après tout, une partie de moi voulait encore avoir existé pour lui, ne serait-ce que comme objet de haine. Être complètement oublié semblait pire d'une certaine manière. Mais le rapport du docteur Thierry fut crucial pour notre processus. Avec la certification médicale que Georges était mentalement incompétent de manière permanente, sans perspective d'amélioration, nous pûmes avancer avec la demande de changement de nom sans avoir besoin de son consentement. En septembre 1962, je reçus enfin la nouvelle que j'attendais. Le juge avait accordé ma requête. Messenfons, moi, pouvions adopter un nouveau nom de famille. Je choisis Villiers.
le nom de Robert. C'était comme si j'honorais la seule personne qui m'avait vraiment soutenue quand j'en avais le plus besoin. Dorothée Villiers, je répétais pour moi-même, savourant chaque syllabe, Emmanuel. Samuel Villiers, ça sonnait bien. Propre Neuf, sans le poids de l'histoire sanglante que nous portions avant, mais ma vengeance ne serait pas complète avec juste cela. Il restait encore l'affaire des terres, l'héritage matériel que Georges valorisait tant, les terres où j'avais grandi, où Jérémie était enterré, où tant de tragédies s'étaient produites. Une partie de moi voulait juste tout abandonner. Je voulais rien qui ait appartenu à cet homme, mais Robert, toujours pratique, me fit voir que ces terres pourraient signifier un meilleur avenir pour mes enfants. Il y avait une autre considération. Si j'abandonnais complètement les terres, elles iraient à des cousins éloignés de Georges, des gens qui n'avaient jamais levé un doigt pour les travailler, qui vendraient probablement tout au premier intéressé. Avec l'aide de M. Janin, nous déposâmes une demande pour que les terres soient divisées, une partie, celle où se trouvait la maison, la tombe de Jérémie, nous la vendîmes pour payer les frais médicaux. D'hospitalisation de Georges, le reste serait gardé pour mes enfants quand ils atteindraient la majorité en novembre 1962. Une nouvelle arriva qui mit le point final à cette histoire. Georges était mort au sanatorium, victime d'une pneumonie que son corps affaibli ne put combattre. Il mourut seul, sans famille à ses côtés, appelant un fils qui n'était plus parmi les vivants. Je n'allais pas à l'enterrement, j'envoyais seulement une couronne de fleurs, sans carte, sans message. C'était le plus que je pouvais faire. Quelques mois plus tard, Robert me demanda en mariage. Il savait que ce serait difficile, moi avec 2 jeunes enfants, avec un passé compliqué, lui d'une bonne famille, avec un avenir prometteur devant lui, mais il insista qu'il se fichait de ce que les autres penseraient. Je veux construire une vie avec toi, Dorothée, avec toi, tes enfants. Nous pouvons recommencer ailleurs si tu préfères. J'épousai Robert un dimanche d'avril 1963 dans une cérémonie simple à l'église méthodiste de Rodez. Tante Virginie fut la seule famille présente de mon côté. Emmanuel, Samuel, presque 4 ans, furent les garçons d'honneur, portant les anneaux avec la gravité comique que seuls les enfants peuvent maintenir lors d'occasions formelles. 2 semaines plus tard, nous partîmes pour Albi, où Robert avait reçu une offre pour gérer une pharmacie plus grande. C'était l'occasion de recommencer dans un endroit où personne ne connaissait notre histoire, où nous pouvions être juste une famille normale, un couple, leurs 2 enfants. Je ne retournai jamais dans l'Aveyron. J'appris par les lettres de tante Virginie que les terres furent vendues, que la maison s'effondra peu à peu, que les nouveaux propriétaires construisirent quelque chose de différent à sa place. Même la tombe de Jérémie finit par être perdue quand le nouveau propriétaire décida d'abattre les clôtures, de planter du maïs sur toute la propriété. Les années passèrent. Robert fut un père merveilleux pour Emmanuel, Samuel, qui grandirent en l'appelant papa sans jamais remettre en question. Quand ils eurent 12 ans, je pensais qu'il était temps de leur dire la vérité, pas toute, bien sûr, mais une version adoucie, que leur père biologique était un homme malade
qui avaient fait de mauvaises choses, qui ne pouvaient pas s'occuper d'eux, que Robert les avait choisis comme enfants de son cœur, ce qui était encore plus spécial qu'être un père par le sang. Ils l'acceptèrent avec la surprenante naturalité que les enfants ont parfois. Alors, nous avons deux pères, Demanda et Manuel, un qui nous a fait, un qui nous a élevés. Je hochais la tête, soulagée de voir qu'il comprenait sans drame. Je préfère celui qui nous a élevés. Conclude Samuel, retournant jouer comme si cette conversation n'avait pas été l'un des moments les plus difficiles de ma vie. En 1975, tante Virginie s'éteignit à l'âge de 84 ans. Elle était le dernier lien que j'avais avec mon passé dans l'Aveyron. Avec son départ, je sentis que un chapitre se fermait définitivement. Je pris une décision importante cette année-là. Je retournais à l'école, réalisant le vieux rêve de devenir infirmière qualifiée. Robert Messoutun, comme toujours, aidant avec les enfants, maintenant adolescent, prenant plus de responsabilités à la maison pour que je puisse étudier la nuit en 1978. À l'âge de 37 ans, je reçus enfin mon diplôme. Ce fut l'un des jours les plus heureux de ma vie. La vie suivit son cours. Les garçons grandiront, obtinrent leur diplôme. Emmanuel devint ingénieur. Samuel suivit les traces de Robert, devint formatie. Tous deux se marièrent, me donnèrent des petits-enfants qui devinrent la joie de ma vieillesse. Robert, moi, construisîmes une vie tranquille basée sur le respect, la compagnie, si différente du mariage turbulent de mes parents. En 1993, je perdis Robert à cause d'un cancer dévastateur. Ce fut une douleur immense, mais différente des autres que j'avais ressenties. C'était une douleur propre, sans culpabilité, sans regret. Nous avions bien vécu, bien aimé, construit quelque chose de bon ensemble. Aujourd'hui, à 83 ans, en regardant en arrière, je vois que ma vengeance fut plus complète que je n'aurais pu l'imaginer. Je n'eus pas besoin de lever la main sur Georges. La vie elle-même s'occupa de le punir avec la maladie qu'il avait lui-même cherchée dans ses escapades, avec la solitude de ses derniers jours, avec l'oubli qui couvrit son nom, sa mémoire. Il voulait tant laisser un héritage, voir son nom perpétué à travers un fils. À la fin, son nom mourut avec lui. Ses petits-enfants biologiques, les enfants de la fille qu'il méprisait parce qu'il croyait qu'elle n'était pas la sienne, portent un autre nom de famille, appellent un autre homme père, ont construit des vies brillantes, sans jamais connaître le mal qui coulait dans le sang, qui court dans leurs veines. S'il y a une justice dans ce monde, c'était celle-là. Pas dans la vengeance directe, sanglante que j'avais rêvée tant de fois quand j'étais jeune, mais dans l'effacement complet d'un homme qui pensait que son nom, son sang était si important. Je m'appelle Dorothée Villiers, c'était mon histoire. Si elle a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, laissez votre petit cœur pour que d'autres puissent la connaître aussi. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Chaque message me fait sentir que je ne suis pas seule à partager ce lourd fardeau. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre d'autres histoires de femmes qui, comme moi,
ont trouvé de la force là où il semblait n'y en avoir aucune, une pause, un souffle